tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'interprétation de la transformée de Fourier discrète. Et pour faire ça, nous allons utiliser le logiciel Jupyter. Sur Jupyter Notebook, nous allons tout d'abord générer deux sinusoïdes. Pour générer ces sinusoïdes numériques, nous allons utiliser NumPy. Ces sinusoïdes seront numérisés. Donc, je vais utiliser une fréquence d'échantillonnage ici de 1 kHz. Je vais créer une base temps de 100 millisecondes. Je vais de 0 jusqu'à t secondes avec un pas de 1 sur FE. Et ensuite, je vais additionner deux sinusoïdes. Ces deux sinusoïdes auront deux fréquences différentes. Alors, je vais par exemple prendre 100 Hz et 112 Hz. Elles vont avoir des amplitudes différentes, ces deux sinusoïdes. Je vais en donner une avec une amplitude relativement élevée et une avec une amplitude faible. Et ensuite, je construis mon signal. F1 fois T plus A2 fois NP sin 2 fois NP. Le contenu du signal X, on peut le visualiser ici, print X. Voilà, et j'ai bien un signal qui devrait être composé d'une centaine d'échantillons. Donc je peux afficher la longueur de X ici. On a bien 100 échantillons. Pour représenter X, je vais utiliser la librairie Matplotlib. Et comme c'est un signal numérique, je vais utiliser la fonction stem pour afficher mon signal. J'utilise ce deuxième argument pour éviter d'avoir un warning avec Matplotlib. Voilà. Donc là, j'ai mon signal qui est composé de deux sinusoïdes. Sur l'axe des abscisses, nous avons ici le numéro d'échantillon. Et sur les ordonnées, on a notre signal que j'ai appelé X. Dans ce Jupyter Notebook, nous allons nous intéresser à la représentation fréquentielle de ce signal-là. Pour obtenir la représentation fréquentielle, on utilise un outil qu'on appelle la transformée de Fourier discrète. Et pour obtenir cette transformée de Fourier discrète, on va importer le module FFT, donc, qui se trouve dans NumPy, import, je vais importer FFT. Pour obtenir la représentation fréquentielle, je vais donc lancer la commande FFT de mon signal X. Et on va regarder ce qu'on obtient en sortie. Alors bien sûr, il faut réexécuter toutes les cellules. Donc quand je lance la FFT, j'obtiens un certain nombre d'éléments. J'ai autant d'éléments pour ma représentation fréquentielle que je n'avais d'éléments pour ma représentation temporelle. La FFT est généralement un tableau d'éléments complexes. Donc on a l'habitude de représenter le module et l'argument. Ce que je vais faire ici, je vais simplement représenter le module. Sous cette forme-là, en utilisant toujours l'argument useLineCollection, qui est ici. Lorsqu'on visualise la FFT au premier abord, on observe ici deux pics. Alors ce qui n'est pas évident, c'est que la FFT ici, elle n'est pas très précise, puisqu'elle est décrite par uniquement 100 échantillons.
Alors, pour améliorer la précision spectrale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une technique qu'on appelle du zéro padding, qui consiste simplement à venir rajouter des zéros à la suite du signal en temporel. Pour implémenter du zéro padding, il suffit de passer un deuxième argument qui s'appelle n à la fonction FFT. Ce deuxième argument, je vais l'appeler nFFT. Je vais lui fixer comme valeur 4096, donc c'est important de fixer une puissance de 2 ici, puisque l'algorithme que vous allez avoir pour calculer la FFT sera beaucoup plus optimisé. Donc du coup, je fais du zéro padding, et comme ça on peut visualiser le spectre. Alors, lorsque vous obtenez un spectre un peu plus précis comme ça, la représentation avec la fonction stem, elle n'est pas forcément pertinente. Il faut plutôt utiliser un plot. Ça va nous permettre d'enlever les marqueurs. Et là, vous observez quelque chose qui a cette forme-là. Lorsqu'on représente un spectre, c'est important de pouvoir donner un sens physique aux différentes composantes que vous allez observer. Pour donner un sens physique, il va falloir changer l'axe des abscisses pour passer en fréquence. Alors, comment on fait ça? On sait que lorsqu'on calcule la FFT, votre axe fréquentiel, il va de 0 jusqu'à FE Hertz, où FE ça correspond à votre fréquence d'échantillonnage. Donc je vais préciser ça, je vais créer un vecteur F. Alors pour le créer, je vais d'abord créer un vecteur d'entier allant de 0 jusqu'à nFFT-1. Je divise le résultat par nFFT et je multiplie tout ça par FE, donc FE qu'on a défini avant. Une fois qu'on a ça, quand on va utiliser notre plot, on va passer un deuxième argument, ici, qui correspondra à l'axe des abscisses. Voilà, donc là on a un axe des abscisses qui correspond à des fréquences en Hertz. Alors quand on regarde le contenu fréquentiel, on voit qu'on a quelque chose ici, et également quelque chose ici. Alors il faut bien comprendre que comme le signal est numérique, le spectre il est périodisé. La composante qu'on voit ici, ça correspond en fait à la périodisation d'une composante qu'on devrait trouver par ici et qui correspond aux fréquences négatives. Nous, ce qu'on va faire ici, on va juste se focaliser sur une bande de fréquence particulière. On va regarder ce qui se passe entre 0 et 200 Hz. On va uniquement se focaliser sur cette partie. Lorsqu'on visualise le spectre, on observe un sinus cardinal. Ce sinus cardinal, il est lié à la troncature en temps. Vous avez un signal qui est observé pendant 100 millisecondes. Et du coup, ce que vous observez au niveau du spectre, ça va correspondre à la convolution entre une impulsion de Dirac ici et la transformée de Fourier d'une porte. Et la transformée de Fourier d'une porte, c'est un sinus cardinal. Alors, le fait de visualiser un sinus cardinal, ça va nous poser des problèmes parce que on a deux effets. D'une part, vous allez avoir ici un lobe principal qui a une certaine largeur. Alors, cette largeur, on pourrait zoomer par exemple entre F1 et F1 plus 20 par exemple. Donc là, j'ai ma composante. Je regarde ici, j'ai mon lobe principal et on voit que la largeur qui est ici, cette largeur, on peut démontrer théoriquement que c'est égal à 1 sur t, où t correspond du coup à la longueur temporelle en secondes de votre signal. Pour améliorer la résolution, il n'y a pas 36 solutions. On doit nécessairement augmenter la durée d'acquisition du signal. Donc là, je vais passer sur un signal qui fait 500 millisecondes et on observe ici qu'on a une largeur qui est nettement inférieure à ce qu'on avait tout à l'heure. La largeur que vous avez ici, elle est tout simplement égale à 1 sur t. Comme j'ai une durée t de 500 millisecondes, quand je vais regarder ce que j'obtiens au niveau de la résolution fréquentielle, je vais avoir une résolution fréquentielle de 2 Hz. Et effectivement, si on zoome, on va bien avoir une résolution fréquentielle de 2 Hz. Alors j'ai dézoomé ici au niveau de la représentation pour afficher le spectre entre 0 et 200 Hz. Donc là j'ai une résolution qui est égale à 1 sur t qui est égale à 2 Hz. Donc je peux bien distinguer les deux composantes fréquentielles ici
La première composante correspond à 101,2 Hz et la deuxième à 112,3 Hz, donc je peux bien les distinguer. Alors, il y a quelque chose qui peut arriver assez souvent en pratique, c'est le problème lié à ce qu'on appelle la dynamique de votre représentation. Donc là, mes deux fréquences, ici en F1 et F2, elles ont des amplitudes relativement différentes, mais je pourrais être encore plus méchant. Et quand je regarde ma représentation ici, je vois plus grand-chose. Alors, je pourrais très bien essayer de changer la dynamique en passant en échelle log. Ici. Et on observe ici qu'une seule composante fréquentielle qui correspond à la composante fréquentielle F1. Si j'augmente la durée d'acquisition de mon signal, je vais juste changer la résolution. Par contre, j'aurai toujours un problème lié à ma dynamique, donc on commence à observer quelque chose ici, mais c'est vraiment pas net. Si on veut améliorer la dynamique, il va falloir changer ce qu'on appelle la fenêtre de troncature. Ici, on a par défaut une fenêtre de troncature qu'on appelle la fenêtre rectangulaire. Cette fenêtre rectangulaire, quand on évalue sa transformée de Fourier, c'est un sinus cardinal. Donc ce que vous observez ici, c'est la transformée de Fourier de votre signal convoluée avec un sinus cardinal. Pour améliorer la représentation, on pourrait très bien utiliser une autre fenêtre de troncature. Pour faire ça, on va utiliser SciPy, notamment le module signal, et il y a une fonction qui nous permet de générer des fenêtres de troncature qui s'appelle getWindow. Alors cette fonction, elle est ici, elle prend deux arguments obligatoires, donc window qui correspond à une chaîne de caractères, donc ici on a les différentes fenêtres possibles, et nx qui correspond à la taille de votre fenêtre. Alors, je vais implémenter une fenêtre. Je vais prendre une fenêtre qui est très classique, qui s'appelle la fenêtre de Blackman. Pour la taille de mon fenêtre, je vais prendre la taille de mon signal de départ, que j'appelle x0. Et le signal que je vais analyser, ça sera la multiplication entre la fenêtre et x0. Donc voilà le signal en temps, qui correspond à notre signal d'origine, multiplié par une fenêtre de Blackman. Le fait d'obtenir ce type de signal, ici, on va venir changer la représentation spectrale, puisque la fenêtre de troncature, ce n'est plus une fenêtre rectangulaire, donc ça ne sera plus un sinus cardinal qui va nous embêter, ça sera autre chose. Et on voit ici, avec la fenêtre de Blackman, on met bien en évidence nos deux composantes fréquentielles, même si ces deux composantes ont une dynamique qui est très différente. Ce tutoriel sur l'analyse spectrale est terminé. Donc, ce qu'il faut bien retenir suite à ce tutoriel, c'est que dans notre représentation, il faudra faire attention à deux choses. La résolution spectrale d'un côté, résolution spectrale qui est égale à 1 sur T dans le cas de la fenêtre rectangulaire. Et de l'autre côté, la deuxième caractéristique qui nous a intéressé ici, c'est la caractéristique liée à la dynamique. Et ça, pour changer la dynamique de votre représentation, il faut modifier la fenêtre de troncature. Je vous remercie et à bientôt.